Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Durant ce rendez-vous hebdomadaire, nous soumettons plusieurs sujets marquants de la semaine au directeur de l'Humanité afin de recueillir ses impressions, ses réactions et ses analyses. Patrick Le Yarrick, bonjour. Bonjour. Alors, on commence tout de suite cette première édition avec le chiffre de la semaine. 11 630. C'est pas un chiffre, c'est un nombre. C'est celui des mineurs pris en charge par le SAMU social, le 115, seulement depuis janvier, dans la seule région parisienne. Et c'est 1200 de plus qu'en 2015. Et alors, il ne faut pas se déplacer bien loin du lieu où nous enregistrons cette émission pour voir ce chiffre incarné, puisqu'à quelques centaines de mètres d'ici, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, des enseignants du lycée Auguste Blanqui ont découvert que 7 de leurs élèves vivaient à la rue. Alors en tant que citoyen, on ressent souvent un sentiment d'impuissance face à ces situations dramatiques. À votre avis, Patrick Le Yarrick, comment lutter contre la grande pauvreté et contre le mal logement ? Dans le cas précis de ces jeunes, il serait indispensable que les municipalités, l'État, les bailleurs sociaux se mettent autour d'une table pendant 1 heure et trouvent 7 lieux d'hébergement pour ces personnes. Je pense que ce n'est pas la mer à boire, c'est une question de volonté. Après, l'enjeu du combat contre la lutte contre la pauvreté, la précarité et la malvie est un combat beaucoup plus vaste encore à mener. Mais on ne peut pas tolérer qu'à cette époque-ci de l'année, des gens qui travaillent, des jeunes qui vont à l'école soient sans logement, parce que ne pas avoir de logement, ça a des conséquences terribles sur la vie immédiate, mais ça aura des conséquences vraisemblablement demain sur la vie à venir. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas faire ses révisions, on ne peut pas manger convenablement, on est à la merci de n'importe quelle agression ou quelque épidémie lorsqu'il y en a. Donc ceci pourrait se régler. Et évidemment, il y a un enjeu plus important autour de la construction de logements. Il n'y a pas d'issue sans qu'on ait la volonté d'un grand plan visant à construire des logements accessibles pour chacune et chacun. Alors pour le deuxième sujet de cette émission, nous vous emmenons à Amiens, où ce mercredi 11 janvier, plusieurs centaines de militants, syndicalistes, représentants politiques ou simples citoyens avaient fait le déplacement pour aller chercher la relaxe des 8 ex-salariés de Goodyear qui avaient tout simplement voulu défendre leur emploi. Hélas, sauf pour l'un d'entre eux, de relaxe, il ne fut pas question, puisque 7 des 8 accusés écopent de peine de prison avec sursis, allant pour certains jusqu'à 12 mois, avec mise à l'épreuve durant 5 ans et inscription au casier judiciaire. Alors Patrick Le Yarrick, quel regard portez-vous sur ce verdict qui s'inscrit dans un climat de violente répression antisyndicale ? D'abord, il faut rappeler qu'ils se battaient pour maintenir leur unité de production et évidemment l'emploi. Ils défendaient en même temps le territoire et puis toute l'agglomération d'Amiens. Ils se sont trouvés dans le cadre d'un conflit social, comme il en existe depuis des siècles, et ils se sont défendus. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la pression populaire, le mouvement syndical, le mouvement social dans son ensemble, le travail que nous avons fait aussi, qu'ont fait certains journaux, mais qu'a fait particulièrement l'Humanité, vraisemblablement a conduit à un verdict un peu plus clément que ce qui était prononcé il y a quelques mois. De ce point de vue, c'est une petite avancée. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas avoir des situations où des gens importants de ce monde, comme la présidente du Fonds monétaire international, se voient, elle, condamnée, sans peine, et des militants syndicaux, eux, ils se voient condamnés avec des peines. Et c'est le cas d'à peu près 2000 militants syndicaux aujourd'hui, comme d'ailleurs ce cas de Cédric Héroux, qui lui ne fait qu'aider son prochain et qui est sanctionné. Donc il y a un premier pas grâce au mouvement, mais il faut aller plus loin et il faut que le gouvernement, avec la ministre du Travail et puis les organisations syndicales, organise une conférence sur ces enjeux de la répression syndicale et
décide avec le Parlement d'une amnistie, dès lors que ceci se trouve être des actions pour le bien commun. On a l'impression que tout est fait pour que les salariés aient peur de se syndiquer. Que se syndiquer, ça ne veut pas dire se protéger, mais ça veut dire risquer d'aller en prison. Tout à fait. Si on combine la précarité du travail, c'est-à-dire ne pas avoir un emploi assuré, un emploi fixe, et la répression syndicale aujourd'hui, eh bien c'est un combat contre la syndicalisation, vous avez raison, et ça c'est préjudiciable. Si on croit que c'est cela qui va permettre de faire avancer la société, on se trompe. Ce qui permet de faire avancer la société, c'est précisément l'expression des contradictions, parfois l'expression de conflits ou de certaines formes de conflits. C'est ça qui a toujours fait progresser la société. S'il n'y avait pas eu de lutte syndicale et de lutte sociale, nous n'aurions pas la réduction du temps de travail, nous n'aurions pas la semaine de la 5e semaine de congés payés, nous n'aurions pas le salaire minimum. Il y a des pays aujourd'hui où il n'y a pas le salaire minimum. C'est le combat syndical. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui la nécessité du salaire minimum ou de la 5e semaine de congé, tout du moins, je l'espère. On passe au 3e sujet de cette émission. Il y a 4 ans, le 9 janvier 2013, 3 femmes kurdes mouraient assassinées en plein Paris. Alors samedi dernier, 7000 personnes, dont beaucoup de Kurdes venus notamment d'Allemagne et de toute l'Europe, ont rendu hommage à Sakineh, Fidan et Leïla. Ils réclamaient aussi que toute la lumière soit enfin faite sur leur assassinat. Le décès de leur meurtrier présumé, le Turc Ömer Güney, qui devait être jugé fin janvier, a éteint l'action publique à son encontre, mais cela attise aussi bien des doutes sur la volonté des gouvernements français et turcs d'identifier et de poursuivre les commanditaires de cet assassinat politique. Alors Patrick Le Yarrick, vous avez été l'un des premiers à vous saisir de cette affaire il y a 4 ans. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? C'est un sentiment de tristesse et de gâchis. Tout aurait dû être fait pour accélérer l'enquête et ne pas laisser celui qui est présumé coupable mourir, parce que, pour une part, ça éteint le procès qui devrait être fait. Est-ce qu'il est trop tard ? Je ne le crois pas. Et donc, il n'est pas trop tard aujourd'hui que le gouvernement prenne l'initiative de relancer les investigations, et il faut pour cela qu'il mobilise ici en France comme en Turquie, peut-être même s'adjoindre les conseils de la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'on fasse les investigations nécessaires pour découvrir les commanditaires, parce que ce monsieur qui est décédé n'a sans doute pas agi seul. Il y a beaucoup de zones d'ombre, d'ailleurs c'est l'objet d'un livre à ce propos, où les zones d'ombre apparaissent. Il faut éclaircir tout ceci. En tout cas, ces 3 jeunes amis ne peuvent pas avoir été assassinés sans qu'il y ait aujourd'hui la vérité qui soit faite dans le cadre des tribunaux. Plus largement, qu'est-ce que ça nous dit des rapports entre la France et la Turquie, des rapports de la France avec Erdogan ? Mais il y a eu depuis de nombreuses années, sous le gouvernement précédent, des rapports très malsains, parce qu'au nom de la coopération pour la sécurité, en vérité, on a poursuivi des militantes et des militants. Nous en avons eu le cas, même au sein de la Fête de l'Humanité, il y a des militantes et des militants kurdes, des démocrates turcs, qui ont été inquiétés, qui ont été arrêtés par la police française. Mais la solidarité internationale n'est pas un délit jusqu'à nouvel ordre. Que des citoyens, que des militants aillent dans tel ou tel pays, comme cela se fait depuis très longtemps, expliquer leur cause, demander du soutien international, ceci devrait être dans la nature des choses. Et donc, ce sont des rapports malsains. Et il faut aujourd'hui sortir de cela. Il faut d'autant plus sortir de cela que la répression s'abat aujourd'hui sur les démocrates turcs, comme évidemment sur les militants kurdes. Donc sortons de cela, et il ne faut pas d'ambiguïté, il faut au contraire de la clarté, et la liberté doit prévaloir en toute chose. On passe maintenant à l'homme de la semaine. En l'occurrence, il s'agit d'un tout jeune homme, Denko Sissoko,
Ce jeune Malien de 16 ans, arrivé seul en France, s'est suicidé en se jetant par la fenêtre du foyer où il était hébergé à Châlons-en-Champagne. Il a commis ce geste juste après avoir appris qu'il allait être mis dehors, faute d'avoir été reconnu mineur, donc possiblement pris en charge par les services de l'État. C'est un drame qui met en lumière la tragédie que vivent ces jeunes étrangers livrés au tamis de l'évaluation, de la pression institutionnelle. Alors Patrick Le Yarrick, malgré les discours politiques et médiatiques ambiants, comment faire entendre à nos concitoyens que ces jeunes sont une véritable chance pour notre pays? Il y a des cas aujourd'hui d'accueil de jeunes et de migrants plus généralement par des municipalités en lien avec la population. En lien avec parfois des centres de recherche, parfois des établissements scolaires, parfois des entreprises, parfois des artisans, des commerçants qui les prennent. Et donc, moi, je considère cela positif et qui est totalement à rebours de ce que vous appelez le discours ambiant et puis de cette chasse qui est faite aujourd'hui à toute personne qui ne serait pas comme soi, qui n'a pas la même couleur de peau que soi ou qui vient d'ailleurs. Et ça, c'est positif. Ce travail-là, je crois, doit être poursuivi. Il est heureux, par exemple, qu'autour de Cédric Héroux, il y ait eu toute cette solidarité envers lui-même, envers les migrants, certes, mais envers lui-même, et qu'il a été faite par les lecteurs de notre confrère Nice Matin comme l'homme de l'année. Donc, il y a dans notre peuple des ressorts extrêmement importants, une belle tradition, comme on en a connu. Rappelons-nous que ce sont les ouvriers, ce sont les syndicats qui accueillaient les travailleurs polonais, italiens, dans les mines, dans les usines textiles. Cette belle tradition française, elle a toujours cours, à rebours de certains hommes politiques qui jettent des allumettes sur un feu qui couvre, sur quelques braises qui couvrent. En attendant, ce garçon, c'est un drame, c'est un échec pour nous, c'est un échec même pour la voix de la France, pour la parole de la France dans le monde. Tout le monde devrait se sentir un peu responsable et un peu honteux de cette affaire. Alors avant de terminer cette émission, on va aborder 2 autres sujets. Le premier est un sujet qui malheureusement concerne beaucoup de monde en cette période hivernale, c'est la grippe. Bon, au-delà du fait qu'elle soit, paraît-il, particulièrement virulente cette année, que ce soit fort désagréable de la voir, ça révèle aussi un grave problème de santé des gens, mais aussi du système hospitalier. Patrick Le Yarrick. Oui, moi personnellement, je ne sais pas traiter la grippe, ça c'est sûr. Par contre, et je salue ceux qui s'acharnent, les médecins, tous les personnels hospitaliers qui s'occupent aujourd'hui de malades, c'est assez inquiétant ce qui se produit. Mais il y a une question de fond que vous avez soulevée un petit peu dans votre question, c'est celle des moyens qu'on donne à nos hôpitaux et à la médecine en général. Il ne suffit pas de faire des conseils de ministres restreints ou des déclarations à la télévision. Moi, je crois que si le gouvernement voulait être conséquent avec lui-même, il devrait tirer le bilan de ce qui se passe en matière de politique hospitalière. Il devrait décider d'ajourner et même d'annuler cette décision qui vise à enlever 4 milliards aux hôpitaux publics. Il devrait décider d'annuler les 22 000 suppressions de postes qui sont prévues dans l'hôpital aujourd'hui. Il devrait décider de proposer aux professionnels de la santé dans leur ensemble, aux organisations syndicales qui les représentent, aux organisations professionnelles aussi, aux élus locaux, de revoir la carte territoriale pour la santé. Il faut à nouveau remettre les choses sur la table parce qu'on voit bien que la compression des budgets publics est totalement incompatible avec la vie humaine aujourd'hui. On est malheureusement en train de rentrer dans un drame qui est extrêmement préoccupant. Parce que si on avait ces moyens-là, si on avait le personnel, si on avait les lits, eh bien les gens seraient accueillis, ils seraient traités et on n'aurait pas ce qu'on connaît aujourd'hui, une épidémie qui s'amplifie, mais surtout des morts.
Et donc, il faut revoir tout ça. C'est l'appel, je crois, qu'il faut lancer au pouvoir public. Et il serait bien que, comme l'ont proposé mes amis communistes au Sénat, il serait bien qu'il y ait un débat sur ces enjeux et que la ministre, enfin, écoute les syndicats et nous écoute un petit peu. Alors, pour conclure cette émission, Patrick Le Yarrick, on va le faire avec un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, la Palestine. Se tient à Paris ce dimanche 15 janvier 2017 une conférence sur la Palestine. Que peut-on en attendre après cette résolution de l'ONU qui interdit les nouvelles formes de colonisation et de construction de colonies? Est-ce qu'on peut en attendre cette fois de vraies avancées? Oui, le gouvernement français a pris une initiative que je soutiens et que soutient le gouvernement et nos amis palestiniens, qui est une conférence internationale pour la paix et la sécurité entre Israël et Palestine et le respect des résolutions du droit international. Et il y a eu une première phase qui s'est tenue au mois de juin, et ce 15 janvier, comme vous le dites, il y aura la deuxième partie avec plus de pays participants, parce que vraisemblablement, on en est aujourd'hui aux alentours de 80 pays participants. Le Premier ministre israélien ne veut pas y venir, même pas au dîner qui est prévu le soir. Par contre, M. Mahmoud Abbas va venir au dîner. De quoi s'agit-il? Il s'agit aujourd'hui de faire respecter le droit international. Et donc il faut être gré à la France, au ministre des Affaires étrangères, M. Ayrault, et au président Hollande, de pousser ceci après, comme vous l'avez dit, la résolution, la 226e résolution de l'Organisation des Nations Unies pour la paix et la sécurité, mais qui est nette sur la question de la colonisation. Elle condamne et elle demande de cesser ça et d'entamer des pourparlers, des négociations aujourd'hui, de telle sorte que le peuple palestinien puisse disposer de ses terres, de son eau, de ses logements, au lieu de se les faire voler tous les jours. Et je crois que c'est aussi de l'intérêt du peuple israélien lui-même, puisque c'est sa sécurité qui, en quelque sorte, est en jeu, et puis peut-être même le prestige, le rôle demain d'Israël comme peuple, comme entité, comme pays, comme État même. Et évidemment, la jurisprudence de la nouvelle résolution de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qu'a laissé passer l'administration américaine, sortante certes, peut constituer un point d'appui. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut passer aux actes. Il en faut deux. Le premier, c'est qu'au soir de la conférence, le président de la République française, en s'appuyant sur les votes des deux chambres françaises, du Parlement français, doit reconnaître l'État de Palestine. Ça, c'est un premier point d'appui. Deuxième point d'appui, l'Union européenne ne peut pas continuer à financer des infrastructures sur la terre palestinienne et se les faire démolir en permanence. Et donc, on doit passer à une autre étape aujourd'hui, la même qui a permis d'abolir l'apartheid en Afrique du Sud, c'est-à-dire dans la droite ligne de ce qui a été commencé avec l'étiquetage des produits des colonies, comme on dit, on doit aujourd'hui mener une campagne populaire internationale pour des sanctions. Et s'agissant de l'Union européenne, il faut rompre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Dès lors qu'on aura fait ça, on aura commencé concrètement à modifier le rapport de force, parce qu'on voit bien que le Premier ministre israélien et le gouvernement ultranationaliste, ultra-droitier en Israël ne veut rien entendre, ni des conférences, ni des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Donc si on veut faire appliquer le droit international, il faut passer aux actes, c'est ce que nous proposons. Pour les simples citoyens que nous sommes, là vous avez évoqué l'étiquetage des produits. On peut agir en choisissant ce qu'on achète dans nos supermarchés. Comment? Dès lors que c'est un produit qui vient des colonies israéliennes, c'est-à-dire de la terre volée aux Palestiniens, aujourd'hui il doit y avoir une étiquette
spécifiant que ça vient bien de là. Ce n'est pas l'ensemble des produits venant d'Israël, mais des colonies dites israéliennes, c'est-à-dire sur les terres palestiniennes. Patrick Le Yarrick, merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.